Bonjour, bienvenue dans ce webinaire sur la facturation électronique et la piste d'audit fiable et le rapprochement à trois voies. Le webinaire va se dérouler sur à peu près une heure, y compris les questions et réponses. Il va être animé par Angela Persano d'une part, qui est responsable Michel? de l'externalisation chez Indicom. Nous avons également un deuxième speaker qui est Pascal Lacoste, qui est consultant en dématérialisation des factures depuis plus de 20 ans, qui a collaboré pour des grands groupes français d'automobile, du retail et de la banque. Troisième speaker, Lucien Jiménez, ancien inspecteur des finances et formateur et expert en matière de facturation électronique, extrêmement reconnu. Euh, donc, vous pouvez poser vos questions. Nous essayons d'y répondre à la fin du webinaire. S'il manque du temps, nous répondrons par mail. Et de toute façon, vous recevrez bien entendu les slides du webinaire après sa fin. Euh, je voulais aussi dire pour nos amis italiens que vous avez la possibilité d'avoir des sous-titres en italien. Comment faire? Regardez le chat. Amici italiani, per i sottotitoli, guardate il chat. Sottotitoli in italiano. Nous allons démarrer. Donc, je vais vous présenter Indicom et je suis moi-même responsable France d'Indicom. Donc, Indicom, c'est une entreprise fondée en 2001 à Milan qui a trois cœurs de métier. Le premier cœur de métier, c'est la gestion électronique de documents, ce qu'on appelle la GED. Le second cœur de métier qui est arrivé quelques années après, c'est le BPO, Business Process Outsourcing, en français, externalisation des processus administratifs. Troisième cœur de métier qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la facturation électronique. Indicom a démarré en 2014 lorsqu'elle est devenue obligatoire en Italie pour le B2G, Business to Government, et ça s'est amplifié en 2019 lorsque la facturation électronique est devenue obligatoire en Italie pour les transactions B2B. En chiffres, Indicom, c'est donc 25 années d'expérience, 500 grands clients, 5000 petits clients, TPE et PME, 120 personnes spécialisées, 1 milliard de documents archivés numériquement et 135 millions de factures électroniques gérées et traitées. Il y a 4 sites et 2 data centers. Milan, donc le siège de l'entreprise, avec un data center propriétaire. Ensuite, il y a des agences à Riccione et à Rome, bien entendu à Paris, et un deuxième data center de backup en Toscane. Voilà. Alors, en ce qui concerne la facturation électronique, nous avons été immatriculés en tant que plateforme agréée. Anciennement, ça s'appelait PDP, donc maintenant plateforme agréée ou PA. Nous sommes agréés depuis l'automne 2024, donc nous étions parmi les premiers. Et nous sommes donc à même de vous offrir des services de facturation et de déclaration électronique, ce qu'on appelle le e-invoicing et e-reporting. Vous le savez, seules les plateformes agréées peuvent communiquer avec le portail public de facturation en France. Le contenu du webinaire, donc les normes nationales européennes, le calendrier, donc rappel du calendrier de la réforme, ces deux volets, donc comme je viens de le dire, invoicing et reporting, le modèle français à 5 points, les acteurs impliqués, les formats obligatoires pour toujours la facturation, les sanctions si vous ne vous y conformez pas, les obligations d'archivage, la piste d'audit fiable et le rapprochement à trois voies. Et là, je vais passer la parole à Lucien Jiménez. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous. Donc, en matière de normes européennes et nationales. Alors, tout d'abord, on peut parler de la directive de 2014 que vous connaissez probablement et qui était relative, entre autres, aux exigences en matière de facturation électronique. Et on remarque que l'UBL et C2I, qui sont déjà d'ailleurs maintenant des formes, des formats du socle viennent un peu déjà de cette époque-là. Vida, vous savez, c'est plutôt l'horizon. Donc, ça, c'est la TVA à l'ère du numérique.
Et ça, c'est plutôt alors une harmonisation générale au niveau européen. Et je dirais que d'une manière générale, la dématérialisation des factures, c'est de toute façon quelque chose qui vise à lutter contre la fraude fiscale. D'ailleurs, ça a commencé d'abord dans les pays où il y avait énormément de fraude, style l'Amérique du Sud, puis après quelques pays de l'Est. Alors, on a les différentes lois de finances, je ne vais pas toutes les rappeler parce qu'il y en a plusieurs. Et puis, on a eu récemment, ça vous avez vu, enfin récemment, c'est notamment avec la commission AFNOR, toute une série de documentations nouvelles émises par l'AFNOR, tout ça étant sous la houlette d'ailleurs présidée par Cyril Sautreau. Et cet excellent travail a permis de sortir d'une part une première documentation, la 012, qui traite des formats, des statuts, etc. Euh, une autre importante, la 013, qui traite des API, puisque là, on essaie d'avoir une API standard. Chaque PA peut avoir son API, mais il y a aussi une API standard, parce que beaucoup de PA n'avaient pas développé d'ailleurs d'API spécifiques et sont nouvelles dans le métier. Et la documentation, la 014, elle s'est concentrée sur les cas d'usage. Évidemment, il y a tout le Code général des impôts. Je dirais d'ailleurs même qu'il va changer, puisqu'on va passer vers le CIBS, en même temps que l'entrée en vigueur de la, de la, de la facturation électronique en septembre, une transcription en fait du Code général des impôts vers le CIBS et ce qu'on appelle les bulletins officiels des impôts, les BOI pour les gens qui connaissent les abréviations. Là, ça, c'est, on va dire, en gros, le cadre légal. Le Alors, on en a calendrier, parlé, Lucien. Ouais. oui, le calendrier. Alors, le calendrier, vous le connaissez également, je pense, c'est 1er septembre. Tous les assujettis à la TVA devront être en capacité de recevoir des factures électroniques et pour ça, elles doivent choisir une PA. Et les grandes entreprises ainsi que les entreprises qu'on appelle ETI de taille intermédiaire, elles sont également déjà dans l'obligation d'émettre. Donc, d'émettre des facturations électroniques. Euh, et à partir de septembre 27, l'obligation d'émission va également concerner les TPE et les PME. Donc tout le monde, à partir de septembre, devra émettre et recevoir. Alors, si c'est à moi, donc on a deux volets de la réforme que vous voyez bien. C'est d'un côté l'émission obligatoire de factures électroniques, ça c'est ce qu'on appelle l'e-invoicing. Et d'un autre côté, la France a rajouté, par rapport à d'autres pays qui ne sont pas forcément dans cette idée, la transmission d'informations complémentaires pour viser à un moment donné une déclaration de TVA pré-remplie. C'est pour ça que la France a rajouté ce qu'on appelle les données B2C, tout ce qui vient des échanges avec des particuliers, des professionnels qui vendent à des particuliers, et puis tout ce qui vient de l'international, donc les données B2B internationales. Et on a également, on peut dire, des données de paiement parce que on va essayer de suivre le paiement à travers l'encaissement des recettes, puisqu'en matière notamment de prestation de services et d'acompte, c'est au moment du paiement que intervient aussi le droit à déduction chez celui qui a payé. Merci beaucoup. Euh, je crois que c'est Pascal qui présente le modèle français. Pascal, je te passe la parole. Pascal n'est pas là. Lucien, je vous propose peut-être de continuer alors. Oui, Pardon, alors excusez-moi. on voit que Ah non, Excusez-moi, non, il le était à micro était mute. coupé. Oui, donc je Euh, disais que le modèle français, c'est un modèle à 5 points. Donc on a 5 acteurs. On a le fournisseur qui transmet ses factures en électronique à une PA. L'APA qui fait des contrôles, qui envoie factures, reporting et statut donc, à la PPF. L'APA du fournisseur qui envoie les factures via le réseau People à l'APA du client et l'APA du client qui met à disposition la facture auprès de son client pour qu'il la traite. Donc on est dans un modèle à 5 points, contrairement à d'autres pays, notamment comme la Belgique, qui eux ont opté pour un modèle à 4 points, sans plateforme de l'État.
Alors, les acteurs qu'on retrouve dans la réforme, donc on a d'abord la PA, donc les plateformes agréées. Donc, ce sont des prestataires privés immatriculés par la DGFiP. Donc, ce sont les seules plateformes habilitées à échanger avec la PPF. Le deuxième acteur, c'est la PPF, concentrateur de données. Donc, c'est le portail public de facturation. Donc, c'est le concentrateur des factures, des statuts, des reportings. Il traite, contrôle et ensuite transmet à la DGFiP. Donc, c'est la seule plateforme autorisée à dialoguer avec la DGFiP. On a également les solutions compatibles, donc ce qu'on appelait autrefois les OD. Donc, ce sont des solutions des ERP, des solutions des logiciels ou des plateformes externes donc, qui interviennent dans l'élaboration, la production et la gestion des factures. Mais en aucun cas, les solutions compatibles sont autorisées à dialoguer avec la PPF. Il faut nécessairement passer par une PA pour transmettre les factures. Donc, un petit focus sur l'annuaire. Donc, une des fonctionnalités, enfin, la fonctionnalité essentielle de la PPF, c'est la gestion de l'annuaire. Donc, la PPF gère un annuaire qui recense l'ensemble des assujettis à la TVA en France. Donc, chaque entreprise est identifiée par un SIREN. Et c'est sur cet annuaire qu'on va retrouver les adresses électroniques de facturation qui sont nécessaires pour orienter, router les factures vers les clients. Donc ça, c'est une donnée essentielle dans la réforme. L'adresse électronique de facturation, alors c'est un code, ce n'est pas une adresse mail. Et cette adresse-là, on va la retrouver dans l'annuaire. Donc les principales fonctions de l'annuaire, c'est la vérification bien entendu de l'identité de l'entreprise, donc à travers son SIREN, son SIRET, les informations de routage. Ça permet également donc l'interopérabilité entre les plateformes. Et cet annuaire est mis à jour continuellement par à la fois la DGFiP, mais également par les entreprises à travers leur PA, puisque c'est à travers leur PA qu'ils mettent à jour leurs adresses électroniques de facturation. En ce Les qui concerne formats. les, Oui. en ce qui concerne les formats, donc 3 formats ont été retenus dans le cadre de la réforme en France. Donc l'XML-UBL, le C2I et la facture X. Alors la facture X, c'est un format un peu particulier, c'est un format hybride, puisqu'il est à la fois constitué d'un PDF et d'un fichier XML qui encapsule les données. Donc bien entendu, il y a obligation pour les PA de traiter ces trois formats-là. Merci Pascal. Donc les sanctions en cas de non-respect, je passe la parole à Lucien. Alors, les sanctions en cas de non-respect sont donc des pénalités appliquées par facture en cas de non-émission d'une facture. Alors là, le montant était fixé à 50 euros. Il y a eu une augmentation de ces pénalités. À un moment donné, l'État a décidé d'augmenter le barème, on va dire, des pénalités. Il y a toujours un plafond, 15 000 par année civile. Et la non-transmission, non-respect d'obligation d'e-reporting, 500 euros. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a un certain nombre de mesures pédagogiques. L'État va faire des rappels, va demander et va faire d'abord lancer des avertissements. Lors de la dernière plénière et de la journée de la facturation électronique le 13 mai, Amélie Verdier de la DGFiP, qui est la directrice générale, a bien précisé que l'objectif de la réforme, c'était pas de mettre des sanctions aux entreprises. Euh, il y a des sanctions, mais évidemment, on examinera ça avec beaucoup d'intelligence et c'est pas l'objectif de la réforme, hein. Ça, on est bien d'accord. Alors, les obligations d'archivage, bien entendu, en France, comme partout dans le monde, hein, il y a des obligations d'archivage assez fortes pour qu'on puisse derrière avoir des audits faits soit par l'administration, soit par des auditeurs privés. Et ce qui est important, je dirais, sur les documents, maintenant qu'on passe vraiment à de l'informatisation, c'est de pouvoir faire à un moment donné aussi du contrôle fiscal informatisé. Et là encore, il y a des cadres très précis qui permettent de faire ces contrôles. Et
on va parler aujourd'hui notamment de la piste d'audit fiable. Eh bien, la piste d'audit fiable qui existe, qui a été transposée suite à une directive de 2010, elle aussi va être archivée, va faire l'objet d'archivage, notamment les contrôles qu'on met en place qui permettent de garantir cette piste d'audit fiable. Et on va dire qu'avec, voilà. Alors, la piste d'audit fiable, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? C'est un peu le sujet aujourd'hui. Alors, l'acronyme, c'est PAF. Et tout ça vient en fait d'une directive européenne, une directive TVA. C'était la deuxième directive après la directive TVA de 2006. On a cette directive de 2010, très importante, UE 45, qui a été transposée dans la plupart des pays européens, dont la France, en 2013, avec une année de tolérance d'ailleurs, parce que c'est vraiment rentré en vigueur qu'en 2014. Et en fait, ça s'appliquait chaque fois qu'on était obligé de la mettre en œuvre, c'est-à-dire quand on est dans une situation où on n'a pas d'EDI fiscal complet, qu'on n'a pas de signature électronique qualifiée, eh bien, il faut mettre en place cette piste d'audit fiable. On va dire que ces trois méthodes sont ce qu'on appelle les voies de sécurisation d'une facture. C'est toujours encore vrai aujourd'hui, et ça sera vrai demain. La différence, je dirais, c'est que la piste d'audit fiable, c'est d'une certaine manière la mise en place de contrôles par l'entreprise, contrôles qui permettent de mettre en lien les opérations économiques d'un côté avec la facture, pour éviter évidemment qu'on ait des risques de fausses factures, de factures fictives, de fraude. Donc l'administration, et d'une manière générale, cette directive crée cette redondance de contrôle qui permet finalement de dire je peux prouver ça, j'ai le contrat, le devis, le transport qui a été fait, etc. Enfin, tous les événements qui vont avec une opération économique. Et ces contrôles vont donc permettre de prouver la validité des factures, leur lien avec l'opération économique, leur réalité. Voilà. Alors, quels sont les éléments requis pour une PAF? 3 points, on parle l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu de la facture et la lisibilité de la facture. C'est ce qu'on appelle les exigences AIL. Hein, et ces principes doivent être garantis de la naissance à la facture jusqu'à son archivage, de conservation de la facture. Alors, comment mettre en place une PAF? Eh bien, tout simplement, cela dépend d'abord de la structure et de la taille de l'entreprise. Pour une toute petite entreprise, les TPE, il n'y a pas forcément une obligation de mettre en place une documentation écrite. Mais pour une entreprise qui commence à avoir un certain nombre d'opérations importantes, là, il faut une documentation écrite. Et on va dire que l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir dire qu'on a un système d'information, on doit pouvoir reconstituer l'intégralité du processus de la facturation, hein, par ordre chronologique, de garantir évidemment que la facture émise et reçue reflète la transaction économique réelle qui a été effectuée, et bien entendu de justifier que toutes les opérations existent, sont réelles et sont étayées de pièces justificatives. Alors les exigences fiscales en matière de PAF sont importantes puisque toute entreprise devra voir une PAF, je vous ai dit, être capable de l'expliquer à l'administration. Et donc, rien de mieux que la documentation. Les TPE peuvent se contenter de contrôles, comme on dit, manuels, mais la plupart des structures qui ont des systèmes d'information et électroniques, des ERP, etc., ben là, elles sont obligées quand même d'avoir beaucoup plus de contrôles et d'exigences pour être capables de retracer, j'allais dire, la traçabilité, c'est le mot, retracer, et de reconstituer ces opérations et ces factures. En fait, les contrôles sont fonction du degré de complexité de l'organisation d'une entreprise. Alors, les sanctions en cas de non-respect, il y a une sanction qui est notamment pour les factures entrantes, puisque c'est le support de la TVA déductible, un risque de contestation de cette TVA déductible. C'est précisément pour éviter la fraude. Hein. Ça serait trop facile d'avoir une facture fictive ou fausse sans aucune preuve qui vient comme ça de Deus ex machina dans un système et qui justifierait de la déduction de TVA. L'objectif, c'est justement d'éviter ça. Et pour les factures sortantes, des pénalités.
qui peuvent aller jusqu'à 50%. Mais encore une fois, l'objectif de la DGFiP, c'est pas les pénalités, c'est d'endiguer la fraude. Quels sont les avantages d'une PAF? Eh bien, en fait, c'est quelque chose qui a un faible coût, c'est pas cher, puisque chaque entreprise peut la mettre en place, seule ou avec des conseils, évidemment, que ça relève de traitement interne et que c'est d'une certaine manière un gain d'efficacité, puisqu'on se prépare pour des contrôles éventuels, mais aussi on sécurise d'une certaine manière en faisant en mettant en place une PAF, on sécurise ses process TVA. Donc la mise en place, c'est un chemin vers la conformité et c'est une nécessité notamment pour la réforme de la facturation électronique, puisque maintenant les PA devront contribuer à la part sur toute cette partie qui est la réception de fichiers, la conversion de fichiers, le transfert de fichiers, le suivi des statuts de paiement, etc. Et cette partie, elle sera faite. Il y a une petite partie, on va dire, des étapes de la PAF qui seront comprises à l'intérieur de chaque PA. Cela implique donc une mise en place d'une traçabilité, évidemment, et la possibilité de restituer de la documentation. Merci beaucoup Lucien, c'était très clair et très intéressant, puisque c'est une obligation qui va concerner tout le monde, aussi bien Ouais. les entreprises que les PA. Et là, nous allons passer au rapprochement à trois voix, et je vais passer la parole à Angela. Merci et merci à mes précédents interlocuteurs, très intéressant, la PAF. Et je vous parle d'un processus qu'on peut retrouver dans le cœur des entreprises. Je parle du rapprochement à trois voies. Le rapprochement des factures électroniques des fournisseurs avec les bons de commande et les bons de livraison, c'est une activité cruciale dans la gestion du processus de facturation fournisseur en général. On peut dire que le rapprochement à trois voies vérifie la cohérence entre le bon de commande, les biens reçus ou le service fourni et la facture. La méthode de vérification à trois facteurs aboutit à deux issues: l'approbation de la facture ou le signalement d'une anomalie ou d'un manquement. Si le point de contrôle correspond sur les trois documents, alors la facture est déclarée conforme et le paiement est autorisé. Si un écart est constaté, alors le paiement est mis en suspens. Il convient dans ce cas de rectifier l'erreur ou de résoudre l'anomalie avant d'approuver à nouveau le document, parce qu'à la fin, il faut approuver le document, puis de procéder au paiement. Mais la dernière chose que je veux souligner est la complexité du rapprochement à trois facteurs qui ne fait pas référence à la complexité informatique en termes d'algorithmes. C'est effectivement la complexité du processus métier et c'est l'engagement des effectifs spécialisés qui sont requis dans ce cas pour l'exécuter. Et c'est pour ça qu'on parle d'algorithme d'expérience. Chez Indicom, nous ne contentons pas de signaler l'anomalie parce que à la fin, après le rapprochement, on peut trouver une anomalie. Ce que nous faisons est la gestion de l'anomalie. Nous la gérons grâce à l'algorithme que nous appelons d'expérience. Nous transformons les écarts procéduraux et les interruptions de flux en des processus structurés et traçables, comme demande la piste d'audit d'abord. Et Indicom est leader en Italie sur le rapprochement à trois facteurs. En effet, nous aidons les entreprises dans une activité complexe, mais répétitive, en réalisant tous les contrôles qui mènent à la séparation entre facture correcte et facture avec anomalie. Nous faisons l'interceptation des anomalies dans le but de les résoudre.
chaque exception devient une règle d'efficacité. C'est ça notre force. Et ce n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question plutôt de méthode. Mais sur l'activité de rapprochement à 3 voies, la question qu'il faut se poser est gestion interne ou externalisation du processus. En effet, nous ne comparons pas seulement deux méthodes de travail. Il s'agit effectivement de deux modèles économiques différents. D'un côté, nous avons les coûts fixes et rigides qui peut atteindre 50 € par facture. C'est une information statistique avec notre expérience. De l'autre côté, et toujours avec notre expérience, nous avons vérifié que grâce à l'externalisation des processus métiers, ce que nous appelons BPO, nous transformons la gestion en coût variable et allégé. Et nous faisons une réduction des délais de traitement jusqu'à 80%. Donc, il ne s'agit pas seulement d'économie. Il s'agit de libérer des ressources humaines pour des activités qui sont sûrement à plus forte valeur ajoutée. Nous avons aussi une étude de l'École polytechnique de Milan avec laquelle nous collaborons depuis la mise en place de la facturation électronique en Italie, qui, à propos de l'automatisation de la facturation, a vérifié que avec un processus traditionnel, pratiquement le processus que vous avez maintenant en France, et la gestion d'une facture signifie 253 minutes, pratiquement 4 heures pour une gestion complète de facture. Naturellement, à partir de la commande jusqu'à la réception et à l'enregistrement, à la saisie dans la comptabilité de cette facture-là. Et avec l'introduction de la facturation électronique, on est passé de 253 minutes à 110 minutes. Et aujourd'hui, avec l'introduction de l'intelligence artificielle ou avec d'autres automatisations, on peut arriver à 52 minutes. Et ça, en termes d'argent, signifie que nous passons d'une gestion de facture qui coûte 100 € jusqu'à une gestion de facture qui peut coûter aujourd'hui seulement 19 €. Je conclude avec l'anticipation d'une question que j'imagine vous poserez. Comment activer le service Indicom? Alors, notre véritable force réside dans notre capacité à intervenir sur tout système ERP utilisé par le client, en améliorant l'efficacité de ce processus opérationnel. En effet, nous disposons d'équipes qualifiées sur le plan opérationnel qui permettent de garantir efficacité, précision et sécurité. Chez Indicom, nous attachons une grande importance à la valorisation des talents internes. C'est pourquoi la formation continue fait partie intégrante de notre culture d'entreprise. Merci. Merci beaucoup. Donc, la conclusion de tout cela, c'est que les données, la data, sont des éléments vitaux d'une entreprise. En intégrant stratégiquement les avantages de l'automatisation, Indicom prend soin des données de ses clients. Nous les collectons avec exactitude, les présentons avec clarté et les interprétons avec expertise. Voilà. Alors, Angela, j'ai une question pour vous qui vient d'arriver. Quelles compétences dois-je rechercher dans mon équipe comptable demain? Est-ce que j'ai besoin d'experts en informatique?
Alors, non, en effet, je ne pense pas qu'on a besoin vraiment d'experts informatiques, mais sûrement on a besoin d'un profil évolué, je peux dire. Et parce qu'on passe d'un comptable qui fait que la saisie des factures dans quelqu'un qui doit interpréter, et, par exemple, si arrive quelque chose de trompé par rapport au code de la TVA. Avec l'automatisation, il faut, je peux dire, penser en plus sur l'interprétation de la facture, mais ce ne sont pas des compétences spécifiques informatique, parce qu'à la fin, le travail informatique est fait par la machine. À nous, aux humains, de faire l'interprétation et mettre la valeur ajoutée sur les documents. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question toujours pour vous, Angela. Ah, Nous joignons souvent des rapports de service ou des feuilles de calcul au fichier PDF. Ces mhm. documents peuvent-ils être envoyés au format XML? Et oui, ce sont des documents qu'on peut mettre en pièces jointes avec la facture électronique. Et comme ça, ces documents-là arrivent dans un format sécurisé et au destinataire de la facture. C'est ça, effectivement, que nous faisons en Italie. En Italie, normalement, nous utilisons ce que nous appelons fattura di cortesia, facture de courtoisie, je pense Courtoisie. qui est la courtoisie, qui est la traduction, et il s'agit pratiquement de l'explication, le détail des données qui se trouvent dans la facture. Par exemple, on explique mieux des biens, la quantité ou des informations sur la qualité des biens en général. Donc oui, on peut faire la même chose avec la facturation électronique en France. Merci beaucoup. J'ai une question pour Lucien. Est-ce que les Je vois. contrôles pour Pardon, Lucien? je voyais une question en italienne, mais on peut la faire, on peut la voir après. OK. Donc, Dans- question pour Lucien. Est-ce que les contrôles établissant une piste d'audit fiable doivent être archivés? C'est une très bonne question. Oui, ce qu'on appelle les CPAF, d'ailleurs l'acronyme, les contrôles établissant une piste d'audit fiable, doivent être archivés en même temps que tous les éléments de la PAF. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'important parce que ça permet à l'administration, lors de ses procédures de contrôle, de pouvoir y accéder et de vérifier qu'effectivement, on garantit bien, c'est AIL, l'authenticité de la facture, de l'origine de la facture, l'intégrité et sa lisibilité. Et si on n'archive rien, on ne peut pas faire d'audit derrière. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question, toujours pour Lucien. Est-ce que vous pouvez aider et accompagner les entreprises dans la mise en conformité de leur PAF, Oui, également, ça c'est une question intéressante. Pourquoi? Parce que, en fait, maintenant, on est effectivement, avant cette réforme, il faut prendre conscience qu'on aura un contrôle en temps réel et que les, les, les plateformes vont faire leur part de boulot, vont restituer une part de leur traçabilité à l'entreprise, mais que ça s'intègre à une documentation générale. Et donc, pour celles qui ne l'auraient pas encore fait, qui n'auraient pas produit cette documentation, eh bien, je peux les aider. Je peux les aider, je peux les accompagner dans ce processus et dans ce travail. Contactez-moi, on peut en parler. Très bien. Alors, Angela, question en italien.
Alors, oui, mais la question n'est pas encore arrivée, mais je vois une question en français pour ceux qui utilisent déjà Indicom pour la facturation électronique. Devront-ils demander un service pour recevoir les factures françaises ou cela sera-t-il automatique? Et alors, malheureusement, n'est pas automatique, mais normalement, comme PA, nous avons mis en place un outil international multilingue pour la facturation électronique française et aussi des autres pays. Le système s'appelle, c'est une plateforme qui s'appelle InHub et à partir de cette plateforme, vous avez la possibilité de créer directement une facture française manuellement ou vous pouvez, à travers nos experts naturellement, faire des liaisons avec vos systèmes pour l'émission des factures électroniques. Mais pour ça, je vous conseille de demander un démo spécifique. Comme ça, on pouvait vous démontrer toutes les possibilités de notre InHub. J'ajoute que InHub est multi-pays, multilangue, donc c'est pas seulement des factures en italien ou en français, ça peut être des factures en néerlandais, en polonais, en allemand. Donc c'est vraiment un très très bel outil pour tous ceux qui facturent transfrontaliers. Euh, Très Je très me bien. permets je me permets d'ajouter également quelque chose. Donc, toutes les entreprises qui sont déjà clientes chez Indicom, par exemple une entreprise italienne, à partir du moment où elle a une activité en France, elle devra également s'inscrire dans l'annuaire. Et donc, elle peut s'inscrire dans l'annuaire à travers Indicom. Si elle est déjà cliente chez Indicom, elle peut dire, voilà, je veux être inscrit en France dans l'annuaire français, parce que j'ai également des opérations qui relèvent de la réforme de facturation électronique en France. Très C'est bien. important Merci. parce qu'il y a un formalisme qu'on appelle l'opt-in qui est à faire à ce moment-là. Et Indicom pourra le faire pour vous. Très très Merci. bien. È arriva la question en italien. Je m'excuse avec les amis français, mais je la lis en italienne. Quindi, ricapitolando, lato attivo verrà inviata la fattura allo SDI come avviene per le fatture in Italia, ma dovrà avere una codificazione specifica. Lato passivo, le riceveremo nello stesso modo e continuerà l'obbligo dell'autofattura. Allora, se parliamo dell'attività francese, di fatto è differente, il sistema francese è differente da quello italiano. Non esiste uno SDI, quindi non esiste una centralizzazione, non è un modello centralizzato come quello italiano, tanto è vero che viene chiamato modello a 5 punti di contatto, come spiegava precedentemente il collega. E la fattura non è inviata allo SDI, ma deve passare sempre attraverso una piattaforma agrè. Cioè questo Angela, è Angela, je vais quand même importante. traduire pour nos amis français qui nous écoutent. Merci. Donc, les deux modèles, le modèle italien et le modèle français sont différents. En Italie, il y a une plateforme centrale qui s'appelle SDI, mais il n'y a pas d'obligation de passer par une PA, alors qu'en France, oui, vous ne pouvez pas accéder au portail public de facturation tout seul. Il faut passer par une PA. J'ajoute ça juste pour animer un petit peu que les Français puissent suivre ce que tu es en train de dire. Tout à Je t'en fait. prie, je t'en Merci. prie. Merci. Et comme ça, je continue avec la réponse en italien. Voilà. S'il te plaît, tu pourrais la traduire. E quindi, lato attivo si invia l'APA si mette in contatto con l'APA del ricevente, praticamente, il quale spedisce la fattura al destinatario. Lato passivo, quindi non si tratta di una codificazione specifica, si tratta proprio di un sistema di invio differente. Poi, lato passivo, le riceveremo nello stesso modo e continuerà l'obbligo dell'autofattura. Allora, non credo di aver capito bene la domanda, nel senso che se si riferisce al sistema francese,
lato passivo, la fattura sarà comunque sempre ricevuta da una PA. Per quanto riguarda invece se ci mettiamo dal lato, diciamo, italiano, la Francia rimane sempre un paese estero rispetto all'Italia e non c'è purtroppo ancora alcun legame dal punto di vista, come dire, informatico, tecnico tra i due paesi, per cui per noi il ricevimento della fattura sarà ancora un po' analogico. Comunque le consiglio, se vogliamo approfondire meglio questa questione, di contattarci e sarò ben lieta di essere a sua disposizione e spiegarle meglio il tutto. La question concernait les factures fournisseurs et les factures clients. Dans tous les cas, il faut passer par une PA qui peut être différente, bien entendu, de celle du client. Donc, on peut très bien émettre des factures via Indicom qui les envoie à la PA du destinataire. Voilà, c'était une question assez technique. D'autres questions? Grazie mille. Pardon. La contatterò in Oui, privato. Oui, voilà. merci. Donc en J'attends fait, si vous votre voulez, contact. en fait, donc, je rappelle que les slides sont disponibles, vous les recevrez, les slides de ce webinaire. Si vous avez d'autres questions pour ne pas allonger le webinaire inutilement, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail, nous y répondrons. Toutes les questions auront leur réponse. Pascal, il n'y avait pas de questions pour toi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bah, oui, le point le plus important, c'est que quelle que soit votre taille, quelle que soit la taille de l'entreprise, il y aura l'obligation de recevoir des factures en électronique dès septembre 2026. Et pour recevoir des factures en électronique, il faut absolument que vous soyez affilié à une PA. Vous ne pouvez pas recevoir de factures en électronique sans PA. Donc voilà, et ça s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, dès septembre 2026. Donc Merci ça pour ce approche. rappel. Merci pour ce rappel, parce que c'est vrai Très qu'il y a important. beaucoup de TPE et PME qui pensent que c'est dans un an pour elles, en septembre 2027. Et en fait, on oublie que tout le monde doit recevoir à partir du 1er septembre 2026. Merci, c'est très important ce rappel. Merci Pascal. Merci Lucien, merci Angela. Merci à tout le monde Sì. d'avoir participé et puis à bientôt. Nous faisons un deuxième séminaire, enfin au troisième webinaire, pardon, dans 2 semaines. Toutes les 2 semaines, il y a un webinaire. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup, au revoir.